après avoir largué les amarres le 1er avril 2025, notre aventure en voilier se finit en mars 2026. Nous sommes de retour de notre année sabbatique et non sans émotion. C'est le moment pour nous de digérer les milliers de milles qu'on a avalés et de faire le bilan complet. Notre itinéraire avec nos moments préférés dans chaque pays, nos challenges, le budget réel final et ce qu'on en retire de cette année folle. Bonjour, nous sommes Lucie et Nico. Nous avons quitté Hong Kong fin 2024 après 17 ans de vie d'expat car on avait envie de sauter le pas et surmonter nos peurs afin de vivre l'aventure d'une vie, sur un voilier et ce sans expérience préliminaire. On s'est improvisé youtubeur pour l'occasion et vous nous avez suivis pendant 1 an dans nos périples depuis le carénage de Vogue, nos premières navigations, le Macquis qu'on a tué, nos 10 pires galères, le bilan des 6 mois et même les 5 raisons de ne pas vivre sur un voilier. Aujourd'hui, on ferme la parenthèse et on vous fait un petit résumé de cette année en mer. On commence par notre itinéraire et nos petits coups de cœur. On a parcouru en tout 6258 milles nautiques, soit 11 590 km en faisant un aller-retour France-Grèce depuis Narbonne-Plage. On a accumulé un total de 225 navigations à notre compteur sur les 349 jours de notre odyssée. On a donc navigué 64% du temps en parcourant 7 pays et 4 mers. Les premiers 6 mois, on a pris notre temps. On avait seulement fait 88 navigations entre Narbonne-Plage jusqu'aux îles éoliennes en passant par la Corse. Ce qui veut dire qu'on a fait les 137 autres navigations le reste des 6 mois, soit 61% des navigations car c'était l'heure de rentrer. Pour résumer notre périple, voici les pays qu'on a traversés et nos moments préférés. La France. On y a parcouru un total de 1314 milles nautiques, soit 2433 km. On y a passé 4 mois en tout. C'est notre plus longue durée avec l'Italie, avec beaucoup de souvenirs marquants. Passer à côté du porte-avions Charles de Gaulle dans sa vie a une probabilité quasi nulle. Eh bien nous, en sortant de la rade de Toulon, on y est tombé dessus alors qu'il rentrait de mission, avec tous les officiers sur le pont. On a vu par la même occasion le sous-marin qui y est rattaché, ce qui est encore plus rare de voir pendant une navigation. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Les planètes étaient alignées ce jour-là. Pareil pour les 100 ans de la base aérienne de hier, on y était par hasard pour y changer nos gréements dormants et on y est resté assez longtemps pour voir les entraînements et le show final 100% bleu-blanc-rouge de la patrouille de France. On ne pouvait pas être au plus proche de l'action. Avec les avions qui nous survolaient, c'était vraiment émouvant. Un moment cocorico. D'ailleurs, pour la petite anecdote, comme on était au mouillage, on servait de repère visuel pour les pilotes, car ils nous tournaient autour toute la journée. On a aussi fait notre première grande traversée depuis hier à Calvi en 20h30. C'était l'un des moments préférés de Nico. Départ à midi pour arriver le lendemain matin pour le petit déjeuner. Un total de 122 milles nautiques à 6 nœuds de moyenne. On a eu les conditions parfaites au portant pour naviguer. Puis on a fait un tour complet de l'île de Beauté. Bonifacio nous a bien sûr impressionnés du haut de ses falaises. Ainsi que ses eaux transparentes hypnotisantes, ses villages authentiques qu'on a parcourus en voiture et ses montagnes majestueuses. L'Italie. On a parcouru 2862 milles nautiques, soit 5303 km. On y est resté 3 mois et 23 jours, quasiment 4 mois. On a fait l'Italie à l'aller et au retour. C'est vraiment un pays magnifique qui mérite de s'y attarder. Mais ce qui nous a le plus marqué, ce sont les îles volcaniques de Stromboli et Vulcano qui étaient magnifiques. L'arrivée sur l'île est épique. Une fois plus près, observer les éruptions et éclaboussures de lave depuis notre voilier était irréel. On avait l'impression d'être hors du temps.
Puis notre road trip vers Alberobello et Matera nous ont révélé une Italie inattendue, plus authentique mais aussi atypique. Et finir par la visite d'une fromagerie artisanale suivi d'un pique-nique 100% fait main sur place. Quel magnifique condensé de savoir-faire et d'art de vivre à l'italienne. C'est en Italie que notre famille et nos amis nous ont le plus rendu visite. Normal, qui peut résister à ce beau pays ? Mais Venise en voilier, c'est indéniablement ce qui m'a fait le plus vibrer. L'entrée et la sortie dans le port, juste en face de la Plaine Samar, étaient comme un rêve éveillé. On n'aurait jamais imaginé approcher Venise avec notre voilier d'aussi près. On se sentait tellement privilégié. La Slovénie. La côte slovénienne est très courte. On n'a fait que 34 000 nautiques, soit 62 km. On n'y est resté que 2 jours. On a visité quelques villes autour de notre port, à Pirane, en bus, et ça fait partie de l'héritage de la République de Venise. Mais on n'est pas resté assez longtemps pour se faire une idée du pays. La Croatie. On y a parcouru 546 000 nautiques, soit 1011 km. On y est resté 25 jours. On a commencé notre année sabbatique en Croatie quand on cherchait un voilier à acheter à Split. C'est à cette occasion qu'on en avait déjà profité pour visiter les terres en voiture, comme le lac de Plitvice. Alors, à notre retour en voilier, cette fois-ci, on s'est cantonné à la côte. On a fait des sites de tournage de Game of Thrones sur le littoral, comme Trogir, Šibenik et Dubrovnik. Dubrovnik était définitivement notre coup de cœur en Croatie. On prenait des photos tous les 2 mètres sur le rempart de la ville, tellement la vue était grandiose. Par contre, les ports sont chers en Croatie et il faut une vignette de navigation pour avoir le droit de naviguer. À part ça, les mouillages en Croatie, attachés aux arbres, proches de la nature, sont les moments préférés de Nico. Le Monténégro. On y a parcouru 87 000 nautiques, soit 161 km en 10 jours. Il faut aussi une vignette de navigation pour naviguer au Monténégro et payer une taxe de tourisme pour le bateau. Notre coup de cœur, Kotor et son fjord. Notre arrivée dans ce fjord avec la mer si calme était mémorable. On se croyait en Norvège avec la mer d'huile comme un miroir. L'Albanie. On y a parcouru 219 000 nautiques, soit 405 km en 1 semaine. Il n'y a pas de vignette de navigation en Albanie comme au Monténégro, mais il vous faut embaucher un agent local pour faire des papiers d'entrée et de sortie du pays. Notre coup de cœur, la capitale Tirana, mais surtout Vlora. Mais c'est surtout parce qu'on y est resté pendant leur fête nationale. Et c'est à Vlora que leur indépendance a été signée. On a tellement appris de leur lourd héritage historique qu'on comprend leur attachement à leur drapeau et leur nation. En plus, les gens sont vraiment ultra gentils. On ne demandait jamais d'aide, mais on en recevait toujours. Ça nous a beaucoup touchés. La Grèce. On y a parcouru en tout 1149 000 nautiques, 2128 km à l'aller et au retour. On y est resté 1 mois et 25 jours et c'était notre destination finale. On y a passé Noël et le Nouvel An avec notre famille et on a même réussi à y retrouver des amis de Hong Kong. Pendant la période de Noël, Athènes est quand même magique. Coup de cœur pour Athènes et son acropole. La relève des gardes est très atypique, mais tellement hypnotisante. Santorini et ses maisons blanchies à la chaux, ses mules qui arpentent les ruelles. Ses couchers de soleil sur la mer.
et Météora avec ses monastères perchés sur des falaises vertigineuses. Et bien sûr, Monemvasia qu'on a visité à l'aller et au retour. C'est étonnant que ce ne soit pas un village UNESCO encore. La Grèce était notre destination finale après Athènes. On a entamé notre retour vers la France le 1er janvier 2026 et non sans mal. Avec beaucoup de vent, on devait s'abriter très souvent des tempêtes pour quelques jours. On a mis 2 mois avant de franchir la frontière en France et on a eu le plus bel accueil du monde à la frontière vers Menton. Une famille de dauphins est restée très longtemps à nager à nos côtés, très joueurs, on s'observait mutuellement. Ils étaient si près que j'aurais pu les toucher avec mes pieds. Et c'est pour moi le meilleur souvenir de cette année sur l'eau. Et c'est passé tellement vite, on n'arrive toujours pas à croire que se lever pour naviguer ne sera plus notre quotidien. Les challenges. Dans une vidéo, on vous a déjà raconté les 5 raisons qui rendent la vie à bord pas toujours de tout repos. Et on vous a aussi raconté nos top 10 galères déjà dans une vidéo pendant nos premiers 6 mois. Maintenant, je pense que vous connaissez bien la chanson. La vie sur la mer, c'est toujours des surprises, même quand on pense être bien préparé. Après nos bilans des 6 mois, il nous est arrivé d'autres mésaventures. Quelque part en Croatie, on naviguait au moteur et celui-ci a ralenti net. Grâce à notre super caméra Insta360 X5 waterproof, on a réussi à inspecter notre hélice afin de savoir s'il fallait plonger ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser notre code à l'écran pour bénéficier d'un accessoire gratuit pour l'achat de votre caméra 360 sur insta360.com. Résultat immédiat, Nico a dû plonger, mais rien de grave, on est reparti tout de suite. Quelque part en Grèce, le 3e jour de notre chemin du retour, notre ancre s'est encore coincée au port. Nico a dû plonger dans l'eau glacée, on était en hiver, et cette fois, pas besoin de couper la chaîne. À Gaïta en Italie, on s'est fait piquer notre annexe. Et notre AirTag ne localisait rien. Puis quand on est parti de Gaïta vers Rome, on a enfin eu la localisation de l'annexe. La Guardia di Finanza a été avertie et ils ont récupéré l'annexe le lendemain. Et le temps qu'ils nous écrivent, on était déjà bien loin. L'assurance nous a remboursé des pacotilles. Puis quelques jours après, à Rome, notre autopilote a définitivement lâché. Pas possible de commander les charbons car il mettait 5 jours à arriver. On a dû barrer plusieurs jours, comme dans le bon vieux temps, jusqu'à ce que ça soit réparé. J'ai eu aussi d'autres épisodes de mal de mer sévères où j'ai vomi au moins une douzaine de fois pendant une traversée. Pour notre avant-dernière navigation, avant d'arriver à Leucate, la manille de notre génois a lâché en tout début de nave après une rafale. Heureusement qu'on avait notre trinquette pour prendre la relève. Puis il a fallu monter au mât et remettre une manille de suite pour reprendre la dernière navigation. Et pour la dernière navigation, il y avait tellement de rafales à 25 nœuds au port de Leucate qu'on n'a même pas pu rejoindre notre place au port. Même avec le propulseur d'étrave. On était coincés à l'entrée du port où on s'est finalement amarré avec l'aide de plusieurs personnes tirant le bateau vers le quai. Merci d'ailleurs à Odile et Alexandre de Qui l'eût cru pour leur aide. C'était pas l'arrivée triomphante qu'on avait imaginée pour notre dernière navigation. En bateau, on peut poster nos top 10 galères tous les 6 mois, ce n'est jamais ennuyant. Ou alors on peut se demander si on a bien tué le McQueen correctement. Mais tant qu'il ne nous arrive rien de grave physiquement, on ne s'en fait pas trop, ce n'est que du matériel après tout. Si vous voulez naviguer, il vous faut être très résilient, c'est la qualité numéro 1. La deuxième qualité, c'est d'être riche, car votre portefeuille va en prendre cher.
Alors combien cela nous a coûté une fois rentrés de nos belles aventures? Est-ce qu'on a tenu notre budget? Notre budget final était de 56 000 € pour l'année, hors rachat du bateau. Mais comme on n'a pas acheté le bateau dans le meilleur état, on avait donc prévu 20 000 € de réfection dans ces 56 000 € initiaux. Si on enlève les 20 000 € de travaux prévus, on aura dépensé 36 000 € pour l'année, soit 2 880 € par mois. Encore une fois, cela ne reflète que notre propre expérience, cela ne constitue pas un conseil général. Les plus grosses dépenses sont de loin l'alimentation avec 39% des dépenses, sur les 36 000 €. À égalité à 16% sont les transports, diesel, incluant la location de voitures, 16% aussi pour les frais de port. Et enfin, 10% sont consacrés au tourisme, hôtels et loisirs. Sans compter les travaux initiaux, on a 6% de coûts de maintenance. Ce qui n'est pas totalement exact, car une fois arrivé, on va encore faire des travaux de maintenance en plus pour vendre notre bateau. Mais ça, c'est une autre histoire. Leçons et avenir. Cette année passée en mer a été une petite révolution pour nous. On est passé d'une vie ultra consumériste à l'opposé, totalement minimaliste. Plus de shopping en ligne compulsif, on achète seulement ce dont on a besoin. Plus de surconsommation au supermarché, parce qu'il n'y avait tout simplement pas de place dans le frigo et on n'a pas de congélateur. On a une garde-robe ultra réduite et on porte les mêmes vêtements presque tous les jours. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de plus pour être heureux. Ce mode de vie simple, on l'a adopté pour de bon et on compte bien le garder. En revanche, ce qui nous a vraiment manqué, c'est l'accès à la culture, les expos d'art, le cinéma en VO, les concerts d'artistes internationaux, les opéras, etc. Surtout la diversité culinaire, japonais, indien, chinois, on rêve déjà de rattraper tout ça. On a aussi beaucoup appris sur nous-mêmes. On prend désormais bien plus de recul et de détachement face aux mésaventures. On ne s'apitoie plus éternellement, on analyse, on digère et on passe vite à autre chose. La mer nous a forcés à accepter l'imprévu et à lâcher prise sur ceux qu'on ne peut pas contrôler. Autre grande leçon, on est passé d'une vie à 100 km/h rythmée par le boulot à vivre au rythme de la nature. Les levées et couchers de soleil en pleine mer, le vent, les vagues, on a appris la patience, l'humilité face aux éléments et une vraie conscience écologique. On consomme moins d'eau, d'électricité et on se sent encore plus connecté à l'environnement. Et finalement, après cette nouvelle autre aventure dans notre vie, on se rend compte que tous les rêves sont réalisables. Peut-être pas à 100%, mais si on est assez déterminé pour se lancer, il y a de grandes chances qu'on s'y rapproche. Est-ce que c'est à refaire? On ne dit pas non. Mais on s'est rendu compte qu'avoir un bateau engendre des dépenses non négligeables pour son entretien. Si on doit reprendre un monocoque, on reprendrait un cockpit central pour sûr. On adore, c'est sécurisant et confortable. Mais peut-être qu'on essaierait aussi le catamaran en location pour encore plus de confort. À voir car c'est encore plus de frais de maintenance et de charges au port. Mais pour l'instant, on doit faire face à la réalité du retour. Maintenant qu'on est de retour en France, à Port-le-Cat, on va redonner une nouvelle jeunesse à Vogue, qui nous a quand même fait voguer 225 fois à travers vents et tempêtes de façon sécurisée. On lui doit bien une cure de jeunesse. Malheureusement, on va devoir s'en séparer via un courtier et repartir à zéro. On ne sait pas où on va vivre pour l'instant, mais le premier de nous deux qui trouvera du boulot choisira. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi nos aventures jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui nous ont régulièrement laissé des commentaires sur YouTube et Instagram. Ça a égayé nos navigations. Continuez à partager vos expériences en commentaire, on répond à tous vos messages. Cela va sans dire, on est comblé de tous les nouveaux amis qu'on s'est fait sur la mer. Toutes ces personnes incroyables avec une histoire de vie différente, mais qui les a tous amenés comme nous vers la mer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Instagram @lifeonsail. Ce n'est peut-être pas notre dernière vidéo, qui sait. On vous donnera des petites nouvelles de nos nouveaux départs de temps à autre. En attendant, on vous souhaite à tous bon vent, surtout à ceux qui continuent encore de naviguer. Et pour les autres, on vous souhaite de vous lancer dans vos rêves les plus fous. On n'a qu'une vie.